parler d'émotions avec notre mission qui est un petit peu de vous donner une introduction générale à la semaine et de donner une introduction générale sur ce que sont les émotions, comment est-ce qu'on pense qu'elles fonctionnent et quels sont leurs effets sur la cognition et le comportement. Alors c'est un peu l'objectif que je me suis donné dans cette première partie. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Ça va à peu près? Ok. Alors j'aimerais vous parler de deux choses. Tout d'abord de la manière dont on peut considérer qu'en 2017, on donne une définition des émotions. La manière dont on conceptualise les émotions actuellement. Et puis dans un deuxième temps, je vous parlerai des effets de l'émotion, qui sont des effets beaucoup plus positifs que ce qu'on pensait il y a encore une quinzaine d'années, des effets positifs sur la cognition et sur le comportement. À quel point est-ce que les émotions sont très utiles? Alors pour démarrer, j'aimerais vous poser une première question, qui est de vous demander qu'est-ce qu'une émotion? Alors vous allez me dire, justement, on est là pour le savoir, c'est pas à nous de le savoir déjà. Mais mon idée est un peu de voir quelle est votre intuition par rapport à ce qu'est une émotion. Et donc ce que je vais vous demander de faire, c'est pas forcément de faire un tour de table pour que chacun donne sa définition d'une émotion, ça nous prendrait un peu trop de temps, mais d'essayer en vous-même de vous dire, imaginez que vous avez Larousse, par exemple, qui vous demande d'écrire la définition noir sur blanc de ce qu'est une émotion pour un dictionnaire. Essayez vraiment de réfléchir à ce que vous pourriez écrire. Prenez 10 secondes, essayez de vous demander ce que vous pourriez écrire. Alors, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec cette citation que j'aime beaucoup d'un chercheur. Chacun sait ce qu'est une émotion, jusqu'à ce qu'on lui demande d'en donner une définition. À ce moment-là, il se semble que plus personne ne sache. Mais c'est pour vous donner un petit peu la difficulté que l'on a aussi, en tant que chercheur, à dépasser l'introspection, parce que ça, c'est un piège très fort, en fait, dès lors qu'on s'intéresse aux émotions, ce serait de faire uniquement de l'introspection. Donc on doit se situer, bien sûr, aussi au niveau phénoménologique et introspectif, mais aussi beaucoup au niveau expérimental et faire de la recherche scientifique. Donc j'aimerais essayer d'aller avec vous vers une définition des émotions, en commençant peut-être par un petit exemple, pour vous donner un petit indice d'émotions. Je ne sais pas si ça déclenche déjà des émotions chez certains d'entre vous. Ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est de ne pas vous mettre dans la situation dans laquelle vous étiez tout à l'heure, à essayer de vous demander ce que pourrait être une émotion pour vous-même, mais essayer de vous mettre dans la situation d'un observateur le plus externe possible, et simplement observer comment est-ce que Roger Federer change entre le moment où il n'a pas vraiment une émotion intense et le moment où, vous allez voir, où vous vous en souvenez, il a une émotion intense. Donc au début, il est relativement neutre. Bon, Nadal, on sent qu'il commence à être un petit peu émotionnel. Alors maintenant, je vais vous demander d'observer Federer, d'accord, dans le plus de détails possible. Voilà. Ok. Donc là, vous êtes d'accord que tout à l'heure, il n'avait pas forcément d'émotion, et puis il a une émotion intense. Alors qu'est-ce qui se passe en lui, en fait, entre le moment où il n'avait pas sa réaction et le moment où il a sa réaction émotionnelle? C'est là où, de plus en plus, en sciences affectives, on essaye de décomposer l'émotion. Quelque chose que l'on a appris à travers les décennies, c'est que l'émotion n'est pas un tout unitaire, mais en fait, l'émotion, c'est un ensemble de phénomènes qui sont très connectés l'un avec l'autre, mais qu'on peut étudier de manière relativement indépendante l'un de l'autre. Alors, un aspect qui est important, c'est, on le voit directement, l'expression. C'est-à-dire que son expression sur le visage, dans la voix, au niveau de la posture, change énormément. D'accord? Et le professeur Didier Grandjean en parlera beaucoup tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe d'autre chez lui? On voit qu'il y a une réaction du système nerveux autonome. Même si on ne peut pas l'observer, on peut voir éventuellement un petit peu quand même à la couleur de son visage, où vous-même, vous savez, quand vous avez une émotion, vous avez un peu plus de sueur, vous avez le cœur qui se met à battre plus vite, vous avez un nœud dans l'estomac. Donc ça, c'est une deuxième composante de l'émotion, c'est la réaction corporelle. Une troisième composante de l'émotion, c'est ce qu'on appelle la tendance à l'action. Parce qu'en fait, les émotions, chez tous les animaux, de toutes les espèces, le professeur Langanet nous en parlerait encore mieux, ont cette première réaction qui est soit d'éviter quelque chose de négatif, potentiellement désagréable, soit s'approcher de quelque chose de positif. Une quatrième composante de l'émotion, c'est le ressenti. C'est-à-dire que ça fait quelque chose d'être triste, d'être heureux, d'être en colère, d'être indigné, etc. Donc il y a un aspect conscient. Et puis finalement, une composante qui est très peu étudiée, mais qui est un peu une de nos spécialités à Genève, c'est la composante d'évaluation cognitive, c'est-à-dire le processus par lequel tout ce dont je viens de parler va être déclenché.
Parce que c'est évidemment pas par magie que Federer se retrouve avec cette émotion très forte. C'est parce qu'il a évalué, interprété une situation de sorte à ce que ça déclenche son émotion. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de formaliser un peu ce que je vous ai dit sur un petit modèle pour arriver à une définition des émotions. Alors je vous disais que Federer avait interprété une situation qui a déclenché une émotion positive en lui. Ce qui suggère bien qu'il y a de grandes différences interindividuelles dans les émotions, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent ressentir une émotion face à une situation, genre Federer, et vous êtes d'accord que Nadal n'a pas eu la même émotion. Alors pourtant, ce qui se passait, c'était la même chose. D'accord ? Alors pour ça, je vais vous demander quelle émotion est-ce que vous ressentez en voyant cette photo. Dites-moi, exceptionnellement, on a le droit de parler pendant quelques minutes. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion ? La tendresse. Ok. D'accord. D'après vous, qu'est-ce que cette petite fille ressent ? Jalousie, colère, dégoût, indignation, envie. D'accord. Donc là, vous voyez un peu comme une blague, si vous voulez, je vous fais passer un message qui est extrêmement important pour les émotions, c'est de se dire qu'il y a une subjectivité très forte, mais qui n'est pas forcément là où on la pense. La subjectivité dans l'émotion, elle est presque seulement, ou en tout cas très fortement, dans le déclenchement de l'émotion. C'est-à-dire que ce n'est pas la même situation qui va déclencher de la peur ou de la colère chez deux personnes différentes, d'accord ? Enfin, plutôt une même situation peut déclencher des émotions différentes chez deux personnes différentes ou chez la même personne à différents moments. Par contre, une fois que l'émotion est déclenchée, que ce soit de la peur, de la colère, de la tristesse, du dégoût, quelqu'un qui la ressent va l'exprimer à peu près de la même manière. Tout le monde va exprimer, en gros, la colère de la même manière, la tristesse de la même manière, le dégoût de la même manière, etc. Donc la subjectivité dans l'émotion, elle est essentiellement dans ce processus de déclenchement. Donc si on accepte que cette petite fille ressent une émotion, eh bien cette émotion est déclenchée par un événement. D'accord ? Elle observe ces deux enfants s'embrasser, tout comme vous avez ressenti de la tendresse en les regardant. Et le fait que l'événement déclenche l'émotion, c'est une des caractéristiques essentielles dans la définition d'une émotion. C'est l'idée que les émotions, contrairement aux humeurs par exemple, sont toujours rattachées à un événement spécifique. Dans notre jargon, on parle d'un objet de l'émotion. Ça peut être une imagination, ça peut être l'anticipation de quelque chose, mais on a toujours... Si vous vous rappelez la dernière fois que vous avez eu peur à propos d'un danger. Vous n'avez pas juste eu peur. La dernière fois que vous étiez en colère, vous étiez en colère contre une injustice ou contre quelqu'un. Ce n'était pas juste de la colère. La dernière fois que vous étiez indigné, ce n'était pas juste de l'indignation, c'était les résultats aux élections de Trump. Donc il y a des événements particuliers qui peuvent déclencher des réactions émotionnelles. Et en fait, vous voyez aussi que ce n'est pas l'événement seul qui va systématiquement déclencher la même émotion, mais c'est toujours l'événement en interaction avec des motivations, c'est-à-dire avec vos valeurs, ça peut être vos valeurs politiques, vos valeurs esthétiques, comme dans le domaine de l'art, vos valeurs morales, vos objectifs du moment, si vous avez faim, si vous avez soif, etc. Donc en fait, l'émotion ne peut surgir que quand vont se rencontrer d'une part un événement particulier et d'autre part des motivations internes de l'individu. Et comme les motivations varient d'un individu à l'autre très fortement, les émotions vont aussi varier très fortement. Ce qui veut dire aussi que les émotions ne sont pas ou sont très peu des réflexes, parce qu'elles sont modulées très fortement par les croyances, les connaissances des individus. Et puis, ce qui sera la deuxième partie de ma présentation tout à l'heure, ce que l'on sait de plus en plus, eh bien, c'est que les émotions, une fois qu'elles sont déclenchées, elles vont avoir un effet en cascade sur un très grand nombre de processus cognitifs. Et en fait, les émotions sont de très bons amis de la connaissance. Les émotions aident les processus qui sont impliqués dans l'acquisition de connaissances, par exemple la perception ou l'attention. Les émotions aident des processus qui sont liés à la consolidation des connaissances, typiquement les processus en mémoire. Et puis les émotions aident aussi à l'utilisation de ces connaissances, comme par exemple dans des tâches de prise de décision. C'est notamment pour ça qu'on s'intéresse, nous, de plus en plus au rôle des émotions à l'école, parce qu'on sent bien qu'il y a un effet positif potentiellement très fort sur ces questions-là. Et du coup, si j'arrive un peu à ma définition, eh bien on peut voir que l'émotion, c'est un processus dynamique qui se passe dans le temps, qui a un début et une fin. En général, une émotion va durer quelques secondes à quelques minutes. Au-delà, on ne parlera plus d'émotion.